Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Daniel Ouedraogo. Au sommaire de cette édition, rupture du jeune musulman avec le corps diplomatique sur demande du président du Faso. Le ministre des Affaires étrangères a reçu hier des ambassadeurs présents à Ouagadougou. À la une également, les préparatifs de la fête de Ramadan, flambée du prix des légumes dans les marchés, les clientes se plaignent. Constat dans ce journal avec notre reporter Marina Traoré. À l'international en RDC, l'ex-chef de guerre et opposant Jean-Pierre Bemba a annoncé ce lundi son retour en République démocratique du Congo pour le 23 juin prochain. Enfin, Serge Daniel est l'invité de ce lundi. Il reviendra en fin de journal sur le dernier rapport d'International Crisis Group qui suggère à l'État malien de négocier avec les groupes terroristes. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Radio Omega. Ramadan 2019, les fidèles musulmans du Burkina seront fixés ce soir sur la date de la fête. Selon le président de la Commission technique nationale, l'une événement islamique de la Fédération des associations islamiques du Burkina, un communiqué sera fait ce lundi soir pour décider de la suite ou de la fin du jeûne. En attendant la confirmation, le jeûne se poursuit. Hier, le chef de la diplomatie burkinabé a organisé une rupture du jeûne avec des ambassadeurs accrédités au Burkina. La majorité des ambassadeurs présents à Ouagadougou ont répondu présent à l'invitation du ministre des Affaires étrangères Alpha Bari. Les détails avec notre reporter Moumouni Yaro. Ce mois de Ramadan a été un des mois où la religion, ou disons la cohésion sociale du Burkina a été durement attaquée, notamment à travers des attaques terroristes qui ont visé des lieux et des leaders religieux. Et nous avons tous pensé, et nous avons raison de dire que ce qui s'est passé à ce mois de mai ou de Ramadan, ça ne ressemble pas au Burkina Faso. Et chacun de vous a prié, et nous continuons de prier. Son Excellence M. le Président et Son Excellence M. le Ministre des Affaires étrangères nous reçoivent non seulement en tant que musulmans, mais également la sagesse d'inviter avec nous d'autres croyances et d'autres religions, montrant ainsi toute l'ouverture et toute la sagesse que le Burkina a toujours eue envers les religions. Et pour cette soirée que nous souhaitons être celle du destin, nous souhaitons la paix, la prospérité, le développement pour le Burkina Faso que nous aimons tous. Respectivement, le ministre des Affaires étrangères burkinabé Alpha Bari et le représentant du corps diplomatique au Burkina qui s'exprimait au micro de notre reporter Moumouni Yaro. Et puis vous le savez, les moments de fête sont souvent des moments privilégiés de partage. Partager son plat avec ses proches, familles, voisinage et visiteurs. De nombreuses familles sont habituées à le faire les jours de fête. Qui dit partage dit augmentation de la quantité des repas, donc nécessité de faire plus d'achats. Justement, de nombreux commerçants et vendeuses de légumes en profitent souvent pour faire de bonnes affaires en augmentant les prix de leurs produits. À la veille du Ramadan, Marina Traoré a fait le constat dans quelques marchés. 500 francs CFA, c'est le prix moyen qu'il fallait débourser pour avoir un bon tas de tomates, de poivrons ou de piments au marché de l'Arlé ce dimanche. Quant au persil, que ce soit au marché de l'Arlé ou de Tuessin, son prix a été multiplié par 5, passant de 50 francs le tas à 250 francs le tas. De quoi contrarier certaines clientes. Moi, je suis Mariam Kamara. C'est très cher. Aubergine est cher. Tomates, on ne dit même pas. Ah, on a acheté parce qu'on n'a pas de choix. Il faut qu'on prépare le jour de la fête. Je suis Madame Kindo, née Sondé Malika. Sincèrement, moi j'étais en train de me plaindre tout à l'heure, là, je trouve que les coûts sont très élevés. Ce petit tas de persil qui ne vaut même pas 50 francs, aujourd'hui il est à 250. J'ai fait quelques achats, mais bon, je ne suis pas trop contente parce que c'est pas du tout ce que je voulais en fait. Abdoulaye Kindo, qui a accompagné sa femme Malika Kindo faire le marché, tombe également des nues en découvrant les prix des légumes. Ce sont les femmes du marché là qui créent la bagarre à la maison là. Si madame était venue, est-ce que vous alliez croire? Non, je ne vais pas croire parce que ça, c'est sûr qu'on va dire qu'elles ont enlevé quelque chose là-bas. Donc vous allez augmenter l'argent de la cocotte aussi. Ce n'est pas qu'on ne veut pas augmenter, mais il n'y a même pas l'argent.
Et la pomme de terre ne fait pas exception. Le kilogramme de pommes de terre est vendu à 500 francs dans les différents marchés. Un prix trop élevé selon Fatimata Dao qui essaie de marchander. Il y a quelque temps, on achetait le kilo de la pomme de terre à 350-400 francs. Maintenant, à la veille de la fête, ils nous disent 500. Nous, on ne pourra pas. On va acheter à 450 ici. Impossible de baisser le prix, retorque Mariam, la vendeuse. On les vend à 500. Ils veulent pourtant les acheter à 450 francs. Pourtant, si on les vend à ce prix, on n'a que 25 à 50 francs de bénéfice. Et ça vraiment, ça nous arrange pas. Si les clients se plaignent, les vendeuses affirment n'avoir pas d'autre choix que de vendre à ces prix-là. Abibou Kalmogo vend des légumes au marché de l'Arlé. Nous vendons les tomates à 500, 1000 francs, 1500 et 2000. Ce n'est pas de notre faute. Il paraît que dans les bas-fonds, l'eau a envahi les champs de tomates. Il n'y en a pas et tout ce qu'ils ont pu obtenir, ils vendent ça cher. Comme nous avons acheté ça aussi cher, nous ne pouvons pas vendre à bas prix. Malgré les prix élevés, les vendeuses de légumes affirment ne pas faire de bonnes affaires. Samira Toutiem Toré vend de la pomme de terre au marché de Touessin. Ça ne marche pas du tout. Certaines ont pris 10 sacs de pommes de terre, d'autres 20, mais on n'a même pas encore vendu un seul sac. Samira Toutiem Toré et ses collègues vendeuses restent cependant optimistes. Elles envisagent même augmenter le prix de certains légumes les heures à venir afin de tirer leur épingle du jeu. Dans un communiqué, Bouraïma Sanou, le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, a indiqué qu'il interdit toute manifestation publique de soutien ou d'opposition dans la dite commune par rapport à la construction du nouvel hôpital dans la forêt de Koua, et ce jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui vise à préserver le climat social d'après Siaka Koulibaly, politologue. Pour lui, le maire de Bobo a fait une extension de son pouvoir sur la loi d'autorisation de marche adoptée en 1997. Siaka Koulibaly est joint au téléphone par Fabiola Ouedraogo. L'enchaînement des marches peut entraîner des débordements. Par contre, le conseil municipal a cru bon d'adopter une mesure de précaution. Le maire n'a pas des attributions directes d'interdiction, mais le maire a un pouvoir d'autorisation des marches. S'ils ont fait une extension de ce pouvoir, normalement, les interdictions relèvent des autorités administratives déconcentrées, comme le gouverneur, le haut-commissaire, le préfet. Eux auraient pu facilement adopter cette mesure sans que ça ne pose de problème au sens juridique. Cette décision du maire Bouraïma Sanou est intervenue samedi dernier alors qu'une marche était prévue ce même jour par une OSC dénommée Face aux causes. La marche n'a donc pas eu lieu. Parlons de santé à présent, considéré à tort ou à raison par les populations comme mouroir. L'hôpital Yalgado Ouedraogo veut aujourd'hui redorer son blason. La direction générale a ouvert les portes de cet hôpital de référence du Burkina aux journalistes du 13 au 15 mai 2019 pour leur permettre de mieux comprendre le fonctionnement du CHU Yalgado, ses difficultés, afin qu'il soit leur porte-voix auprès des populations. Après des communications en atelier, les journalistes ont pu visiter quelques services de l'hôpital. Allons à la découverte du service d'odontostomatologie de l'hôpital Yalgado Ouedraogo avec Samira Guiré. Des matelas déchirés, des lits vétus, des fauteuils de consultation pratiquement hors d'usage, des locaux délabrés, des salles d'hospitalisation exiguës obligeant les malades même opérés à se coucher par terre dans la salle d'attente, des odeurs nauséabondes à vous couper l'appétit. C'est le constat que l'on peut faire au service d'odontostomatologie et de chirurgie maxillofaciale de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Ce service qui est censé prendre en charge toutes les maladies de la face, du cou, des infections, traumatismes et autres tumeurs est aujourd'hui à bout de souffle à cause du manque de matériel adéquat. Le chef de service, le professeur Tarcissus, concept. Il suffit seulement que vous allez, votre matériel, vous ne travaillez plus. Mais nous avons donné un slogan ici. Nous ne faisons pas la bagarre au hasard. Nous ne déplaçons pas les bagarres. Nous n'avons pas de bagarre contre un malade. Non, nous les malades, ce sont nos parents. Donc, même si nous devons nous plaindre, nous ne nous plaignons pas contre les malades. Nous nous plaignons contre qui nous gère et qui doit prendre des engagements pour le fonctionnement de notre service. Pour les soins dentaires, la stomatologie dispose normalement de 3 fauteuils, mais un seul fonctionne à ce jour.
Dr Blaise Sommet, chirurgien dentiste. C'est le seul fauteuil qui semble fonctionner, mais toujours avec les défauts. Ça fonctionne aujourd'hui, demain ça ne marche plus. Et tous les chirurgiens dentistes travaillent sur ce fauteuil pour pouvoir faire des traitements conservateurs. Et comme il a été beaucoup utilisé, ça ne tient plus. Au laboratoire de prothèses dentaires, impossible pour Valérie Nyampo, seul prothésiste dentaire au sein de l'hôpital Yalgado depuis plus de 30 ans, de fabriquer des prothèses fixes. Pas que la compétence n'y est pas, mais elle ne dispose pratiquement d'aucun matériel pour le faire. Dans son atelier, un foyer de gaz ordinaire et une simple casserole sont mis à sa disposition. Elle ne peut fabriquer que des prothèses mobiles, explique-t-elle. Il y a pas mal de cocottes minutes qu'on doit utiliser. Normalement, ça ne doit plus être cette casserole-là, en tout cas, ni cette cuisinière. Mais on fait avec ce qu'on peut. Voilà, il faut se conformer aux réalités et puis quoi. Se débrouiller pour que les patients puissent avoir leur compte et que toi aussi tu ne chômes pas. Le service de stomatologie manque également de personnel, à en croire le professeur Consem. Il y a un déficit énorme. Il aurait fallu que tous les jours nous puissions avoir un spécialiste qui s'occupe des urgences. Alors là, ça fait défaut. Nous sommes au nombre de 2. Nous avons demandé l'appui de notre spécialiste de Tengadogo dans le cadre de la mutualisation. Autre réalité qui choque plus d'un au service de stomatologie, l'état piteux des toilettes. Non fonctionnelles depuis près d'une année maintenant, les malades, même en état critique, sont obligés d'aller faire leurs besoins ailleurs, nous confie Rentin Kodoro, attaché de santé en stomatologie. Vous imaginez quelqu'un qui vient faire 2 semaines et après la personne va, chaque jour qui se lève, la personne là, va uriner, faire les selles là, pour qu'on parte jeter dans un autre service. Le service de stomatologie, comme tous les services de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, est confronté à de nombreuses difficultés tant en ressources humaines qu'en matériel, mais l'espoir est permis selon le chef de service car la direction générale a soumis au gouvernement un plan de redressement de l'hôpital qui va permettre de doter les différents services du minimum pour travailler. Merci à Samira Guiré pour cet élément. Et puis, affaire dite de charbon fin de la mine d'or d'Essakan, la société minière se dit blanche comme neige. Vendredi dernier, la direction générale de la mine a convié la presse à une visite guidée sur ses installations. Denis Ungrana était de la visite. Cette visite était axée sur l'entrée en jeu du charbon fin dans l'extraction de l'or. Selon les explications fournies par la direction générale, le charbon fin saisi à Bobo-Dioulasso contiendrait bel et bien de l'or et de l'argent. Le minerai devait être acheminé dans une fonderie au Canada pour extraction. Pour exporter le charbon fin, Essakan dit avoir eu en décembre 2018 l'accord final du ministre des Mines pour l'exportation du charbon fin et l'autorisation de la direction générale des douanes. La directrice en charge de la communication de la mine Essakan, Marie Diop, dit ne donc pas comprendre cette saisie survenue à Bobo-Dioulasso. L'expédition a été faite après l'obtention des autorisations par les autorités compétentes. On ne comprend pas ce qui se passe. On a travaillé avec notre tutelle, avec les autorités compétentes pour pouvoir valoriser, continuer à trouver des moyens de valoriser ce qu'on trouve ici à Essakan au-delà du minerai. Et c'est dans cette dynamique vraiment qu'on a procédé. Ça demeure notre volonté de pouvoir à terme un jour pouvoir traiter ce charbon fin là ici sur le site minier. Le directeur général de IAM Gold Essakan, Mohamed Ouribam, également est sous le choc. Nous sommes une compagnie responsable. Donc ce n'est pas une compagnie qui va frauder ou mettre 200 kg d'or dans les sacs. On n'est pas là à produire 14 tonnes pour sortir 200 kg dans les sacs de charbon. Les journalistes, quant à eux, sont heureux de cette initiative qui leur a permis de mieux comprendre cette question du charbon fin. Chérif Koulibaly est journaliste à Ouaga FM. Bon, d'une manière globale, on apprécie positivement une telle initiative car ça nous permet donc de comprendre le processus d'extraction et de traitement du minerai pour en sortir donc l'or en tant que tel. Donc je pense que c'était un éclairage, surtout que en ces temps-ci on parle donc du charbon fin, de l'or, on parle de fraude. Bon. La mine d'or IAM Gold Essakan dit s'en remettre sans crainte à la justice qui a désormais le dossier entre les mains. En RDC, sans préciser le rôle qu'il entend jouer face au président Félix Tshisekedi qui doit désigner un gouvernement en coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila, l'ex-chef de guerre et opposant Jean-Pierre Bemba a annoncé ce lundi son retour en République démocratique du Congo pour le 23 juin prochain. Le 1er août 2018, Jean-Pierre Bemba avait fait un premier retour triomphal à Kinshasa après plus de 11 ans d'absence.
dont 10 en prison aux Pays-Bas. Il venait d'être acquitté en juin par la Cour pénale internationale qui l'avait condamné en première instance à 18 ans de prison pour des crimes commis par sa milice en Centrafrique entre 2002 et 2003. Bemba, 57 ans, a depuis demandé 68 millions d'euros d'indemnisation à la CPI. L'annonce de son retour intervient après le retour d'exil de Moïse Katumbi qui veut incarner une opposition républicaine et exigeante au président Tshisekedi. Omega Sport. Liverpool a remporté samedi la Ligue des Champions devant Tottenham, son 6e titre dans la compétition. Focus aujourd'hui sur quelques chiffres de la plus prestigieuse compétition européenne. Le club, le joueur et l'entraîneur le plus titré, le meilleur buteur, le joueur le plus capé ou encore le club ayant perdu plus de finales avec Bernabé Cabri. Après la 64e édition remportée samedi par Liverpool devant Tottenham 2-0, le Real Madrid occupe toujours la première place des équipes les plus titrées avec 13 Ligues des Champions devant le Milan AC 7 Ligues des Champions, Liverpool 6 Ligues des Champions, le Bayern de Munich et le FC Barcelone 5 Ligues des Champions, l'Ajax d'Amsterdam 4 Ligues des Champions, Manchester United et l'Inter Milan 3 Ligues des Champions, la Juventus, le Benfica, Nottingham Forest et le FC Porto 2 Ligues des Champions. Les clubs espagnols ont connu le plus de succès, remportant un total de 18 éditions. Hormis le Real et le FC Barcelone, aucun club espagnol n'a remporté la Champions League. L'Angleterre est deuxième avec 13 victoires et l'Italie troisième, 12 victoires. Les autres vainqueurs sont l'Allemagne, 7 fois vainqueur de la Ligue des Champions, les Pays-Bas, 6 fois vainqueur, le Portugal, 4 fois vainqueur, puis l'Écosse, la Roumanie, la Serbie et la France avec une victoire chacun. La Grèce, la Belgique et la Suède, eux, ont envoyé des clubs en finale sans réussir à soulever la coupe. Si le Real est le club le plus titré avec 13 victoires au total, c'est également celui qui a remporté le plus de titres consécutifs avec 5 victoires consécutives de 1956 à 1960. À l'époque, la compétition était appelée Coupe d'Europe des clubs champions. La Juventus est le club qui a perdu plus de finales, 7 échecs en finale. Nottingham Forest est la seule équipe à avoir remporté plus de fois la Ligue des Champions que son championnat national. 2 Ligues des Champions gagnées et un seul championnat d'Angleterre remporté. Le FC Barcelone détient le record de matchs consécutifs invaincus sur son terrain. 31 matchs sans perdre au Camp Nou. La série est toujours en cours. 9 clubs ont remporté la compétition en étant invaincus. L'Inter Milan, l'Ajax d'Amsterdam, Nottingham Forest, Liverpool, le Milan AC, l'Étoile Rouge de Belgrade, Manchester United et le FC Barcelone. Le Real est le seul club à être parvenu en demi-finale de la Ligue des Champions 8 fois consécutivement de 2011 à 2018. La qualification du FC Barcelone contre le PSG lors des 8e de finale retour 6-1 constitue un record. C'est la première fois dans l'histoire des compétitions de l'UEFA qu'une équipe se qualifie pour le tour suivant malgré une défaite 4-0 lors du match aller. Lors de la saison 2008-2019, Manchester United se qualifie en quart de finale face au PSG après une défaite 2-0 à domicile. C'est la première fois dans l'histoire de la compétition qu'un club est éliminé après avoir gagné 2-0 à l'extérieur. Dans l'histoire de la Ligue des Champions, les clubs qui se sont rencontrés plus de fois sont le Bayern et le Real Madrid. Bavarois et madrilènes se sont rencontrés à 25 reprises. Focus à présent sur les joueurs ayant disputé le plus grand nombre de matchs en Ligue des Champions. À la première place, nous avons Iker Casillas, 181 matchs. Deuxième, Cristiano Ronaldo, 166 matchs. Troisième, Xavi, 157 matchs. Quatrième, Ryan Giggs, 151 matchs. Cinquième, Raúl, 144 matchs. Sixième, Paolo Maldini, 139 matchs. Septième, Lionel Messi, 135 matchs. Huitième, Andrés Iniesta, 132 matchs. Neuvième, Clarence Seedorf, 131 matchs. Et dixième, Paul Scholes et Buffon, 130 matchs joués en Ligue des Champions. Les entraîneurs ayant disputé le plus de matchs en Ligue des Champions, nous avons à la première place Sir Alex Ferguson, 209 matchs. Deuxième, Arsène Wenger, 201 matchs. Troisième, Carlo Ancelotti, 166 matchs. Quatrième, José Mourinho, 141 matchs. Cinquième, Mircea Lucescu de la Roumanie, 131 matchs. Et sixième, Pep Guardiola, 116 matchs. Le joueur ayant remporté le plus grand nombre de Ligue des Champions est l'Espagnol Francesco Gento avec 6 Ligues des Champions gagnées. Samuel Eto'o-Fils est le seul Africain à l'avoir remporté à 3 reprises. Ils ne sont que 7 à avoir remporté la Ligue des Champions, aussi bien comme joueur que comme entraîneur. Miguel Munoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard, Pep Guardiola et Zinedine Zidane. Bob Paisley
clés de Liverpool, Carlo Ancelotti avec le Milan AC et le Real, et Zinedine Zidane avec le Real sont les seuls entraîneurs à avoir remporté 3 fois la Ligue des Champions. Seuls 4 joueurs ont réussi à remporter 2 Ligues des Champions d'affilée dans 2 clubs différents. Samuel Eto'o avec le FC Barcelone et l'Inter Milan, Gérard Piqué avec Manchester United et le FC Barcelone, Marcel Desailly avec l'Olympique de Marseille et le Milan AC, et Paulo Sousa avec la Juventus de Turin et le Borussia Dortmund. Enfin, le Portugais Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 127 buts contre 112 pour l'Argentin Lionel Messi. L'invité du jour. L'invité du jour. Dans son dernier rapport publié le mercredi dernier, International Crisis Group suggère à l'État malien de négocier avec les groupes terroristes. Pourquoi négocier avec les terroristes? Que négocier? Nous en parlons avec le journaliste et écrivain Serge Daniel, qui soutient également l'idée. Serge Daniel répond aux questions de Ousmane Paris. Serge Daniel, bonjour. Bonjour. Pour vous, pourquoi il est nécessaire aujourd'hui pour l'État malien de négocier avec ces groupes terroristes? En Afghanistan, malgré tous les moyens qu'ils avaient, les Américains ont été obligés de négocier avec les talibans. C'est que le principe, c'est qu'il faut la sécurité, il faut la force, mais au même moment où il y a la sécurité, où il y a la force, il faut engager des négociations. Parce que, vous savez, ce qui se passe, c'est que les terroristes dans le Sahel, il y a grosso modo 1 millier de terroristes et en face, vous avez des milliers de soldats dans la coalition, vous avez des hélicoptères, vous avez des avions, vous avez des chars de combat, les hélicoptères, les terroristes n'ont pas un seul hélicoptère, mais c'est une guérilla. À partir du moment où c'est une guérilla, on ne peut pas faire face seulement par les armes. Ensuite, les terroristes, ce qu'ils font, c'est que ils abusent des populations locales, ils recrutent localement, ils terrorisent les populations qui ne peuvent pas coopérer avec l'armée. Donc, négocier, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais à partir du moment où on a la force, il faut, de manière concomitante, engager des négociations. Mais est-ce que dans la situation donc, que traverse le Mali aujourd'hui, on peut dire que l'État malien est dans cette position de force-là? Oui et non. Oui, parce que il faut quand même savoir qu'il y a eu 2 opérations importantes. Après, ça n'a pas beaucoup parlé ces temps-ci au centre, où on s'est rendu compte que 2 localités qui étaient fréquentées par les djihadistes ne sont plus fréquentées par les djihadistes. Donc, c'est déjà beaucoup. Non, parce que la situation n'est pas la même partout. À Mondoro, par exemple, je sais qu'il y a des problèmes. Il y a un axe routier dans cette localité du centre qui est quasiment contrôlé par les djihadistes, mais il n'empêche, il faut aller aux négociations. Du reste, en ce qui se concerne le Mali, si vous voulez savoir ma position, je pense qu'il y a déjà des contacts avec des djihadistes, puisque vous avez suivi récemment la libération d'un journaliste et d'un préfet malien, qui visiblement, en tout cas l'avocat d'un djihadiste en prison, a affirmé ici que son client était libéré alors qu'il purgeait une peine de 10 ans de réclusion, que son client a été libéré contre la libération notamment du journaliste malien et du préfet. Donc disons que les négociations avec des contacts n'étaient pas rompus. Il y avait déjà des contacts visiblement. Donc maintenant, c'est de trouver, ça c'est très intéressant, le canal. Le canal, ça peut être le chef du village localement, ça peut être un homme influent localement, pour pouvoir mener ces négociations-là. Il y a 2 manières de négocier. Il y a discuter de l'idéologie, par exemple, leur envoyer par exemple des érudits, des gens qui maîtrisent le Coran, des marabouts, pour qu'ils discutent de la doxa, ce que j'appelle la doxa, c'est-à-dire la doctrine qui dirait, bon voilà, vous dites que dans le Coran il est dit ceci, mais c'est faux, voilà ce qui est dit, discuter de ce point de vue-là. Et ensuite, le problème c'est que sur les djihadistes, tout le monde, vous avez la périphérie des djihadistes, vous avez ceux que j'appelle les colombes, ceux que j'appelle les faucons, des gens qu'on peut récupérer, qu'on peut déradicaliser. Mais si vous voulez les déradicaliser, il faut d'abord les démobiliser. Donc, si vous menez les négociations dans un village assez connu, tout de suite on va dire, voilà, ils ont commencé à discuter avec les terroristes, ça va rassurer les populations pour ne pas intégrer ou aller grossir les rangs des islamistes, ça c'est un. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que ça va permettre de négocier pour libérer non seulement des prisonniers, mais également pour que des djihadistes déjà convaincus puissent être déradicalisés.
Mais la contrepartie, ce sera quoi? C'est vrai, vous parlez donc de libération d'otages. Qu'est-ce que ces États, l'État malien par exemple, pourrait donner à ces terroristes pour les calmer, pour qu'ils puissent renoncer à leurs revendications, à leurs attaques? Alors vous voyez, je disais d'une solution en Y, vous voyez la lettre Y. D'un côté, vous avez donc la force, parce que quand vous tapez quelqu'un, à un moment, il pourrait même, je suis fatigué. Mais de l'autre côté, effectivement, ce qui fait les... Serge Daniel, notre invité, qui s'exprimait au micro de Ousmane Paris. Et c'est ici que prend fin cette édition mise en onde par Bouraïma Maïga. Merci de votre aimable attention. Radio Omega, l'info en direct.